Moi, j'ai vécu des choses parfois très difficiles, très dures, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, il y a presque 35 ans maintenant, avec tout simplement avec des patrons qui étaient durs, avec un mode de management qui était plutôt toxique. J'ai vraiment gardé, tu sais, cette idée qu'il fallait souffrir pour réussir. Oui, la santé mentale s'est dégradée. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu que le décalage, il était même présent dans le monde du travail. Et le digital a provoqué, si tu veux, une forme d'obsolescence professionnelle. Parce que quand le monde évolue autour de toi et toi, tu n'évolues pas avec ce monde-là, où tu as le sentiment de ne pas évoluer, tu as le sentiment de reculer chaque année. Et ça, c'est pas naturel chez un humain. En fait, l'IA, c'est nouveau. Psychologie, ce qui est nouveau, provoque des troubles psychiques. Donc typiquement, je face à quelque chose de nouveau. Est-ce que ça présente un enjeu important ? Cette année, l'une de mes conférences dédiée à la performance intergénérationnelle fait le lien entre génération et santé mentale. Et je dis souvent que les jeunes générations sont des porte-voix, des amplificateurs des évolutions de notre monde du travail. Et sur cet enjeu particulier, cela me semble une fois de plus se confirmer. Bienvenue dans L'Impertinente, le podcast qui explore les transformations du monde du travail, une vérité à la fois. Parfois dérangeante, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le dirigeant fondateur de Cali Social, Camille Puech, expert reconnu de la santé mentale au travail, des risques psychosociaux et de la QVCT. En gros, Camille, tu sais pourquoi pendant des années il m'est arrivé régulièrement de pleurer dans les toilettes de mon bureau. On va parler de ce que les entreprises font ou ne font pas pour que leurs managers et leurs salariés ne craquent pas. Et il faut que je vous dise, il y a du boulot. Donc bonjour Camille. Bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté l'invitation de L'Impertinente. Alors tu es un entrepreneur, puisque tu as fondé Cali Social et quasiment à la sortie de l'école, on en parlait il y a quelques instants entre nous. Tu es un dirigeant, puisque tu présides aujourd'hui ton entreprise dont la mission, j'ai vu, est de prendre soin de l'humain. Exactement. Alors, voilà, ça me parle bien et ça me convient bien. Et j'ai aussi envie de dire que tu es un engagé, puisque c'est vrai que ton entreprise est une pionnière. Depuis 2008, vous travaillez sur ces enjeux de la santé mentale au travail. Oui. Alors, pour faire connaissance déjà, si tu en es d'accord, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager si tu te présentais, pour le coup, sans parler de ta fonction dans ton entreprise. Je me présente quand même dans mon rôle de Comme tu le souhaites, qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Qu'est-ce que je fais chez Cali Social ou... Comme tu veux, vas-y. Eh bien... Est-ce que tu as envie de nous partager, à nos invités ? Alors déjà, moi, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons. J'essaie d'avoir une vie équilibrée et tous les jours, je me lève avec l'envie et en tout cas la mission de essayer de faire mieux que la veille. Et j'ai 3 grands rôles chez Cali Social. C'est comme ça en tout cas que je définis ma mission. La première, c'est d'être le porte-parole de l'entreprise et de porter notre message, nos valeurs, notre vision à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La deuxième, c'est véritablement axé sur l'innovation. On va en parler parce que il faut comprendre qu'on n'a pas résolu le problème de la santé mentale. Le problème est là, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique qui permette de résoudre le problème. Donc, si tu n'as pas d'innovation, finalement, c'est statu quo et tu restes avec une situation qui évolue. Donc, stagner quand les choses évoluent, ça veut dire reculer. Oui. Et mon troisième rôle, ce que je fais tous les jours, c'est gardien du temple. Cali Social, c'est une organisation qui grandit, qui évolue. Et les organisations ne doivent pas être organisées de la même manière en fonction de ce qu'elles vivent et en fonction de leur taille. Et gardien du temple, c'est une mission que je me donne à moi-même pour essayer, parce que j'aimerais bien me dire que tout fonctionne bien, mais ça serait me voiler la face, essayer de faire en sorte que les valeurs qui sont les miennes, que j'avais en tant qu'individu quand j'étais tout seul, et quand on a grandi à 4, 5 et 50 salariés, 100 salariés, en fait, qu'à chaque étape, en fait, les valeurs, elles se maintiennent et qu'on ne perde jamais de vue le pourquoi on vient travailler, pourquoi on fait ça, et pourquoi on bosse au quotidien, en fait, quoi. Et quand tu parles de ce pourquoi, finalement, est-ce que ta vision du travail, elle a évolué ces dernières années ? Alors, oui. Déjà parce que moi j'ai grandi et que le rapport au travail, je pense qu'il évolue aussi, que quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans,
Et ben, moi, j'étais vraiment dans cette logique à cette époque d'apprentissage, d'une part, et de faire ses preuves. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais que beaucoup de personnes partagent ça. C'est que quand tu as 20 ans, tu ne sais pas ce que tu vaux. Et que le premier enjeu de ta vie professionnelle, c'est de te prouver à toi-même que tu as de la valeur, que tu peux contribuer à la communauté. Et puis ensuite, ensuite, tu t'aperçois que le travail, c'est aussi une relation, et toute relation a besoin d'équilibre, et que donc, il faut mettre des limites et des barrières, parce que ce qui dure et ce qui fonctionne durablement, c'est justement l'équilibre, c'est la capacité à agir par rapport à tes énergies, pour que tu aies ces temps de récupération qui soient suffisants par rapport à tes investissements. Et c'est un juste équilibre. Et quand tu as la vie de famille qui arrive par-dessus, c'est pareil, il faut rééquilibrer. Donc voilà, évolution constante de mon rapport au travail, et aussi de ma relation santé mentale au travail. Oui. Parce que, même chose, la santé mentale, c'est une question d'équilibre. Quand tu donnes beaucoup, si tu ne sais pas équilibrer, il n'y a pas de magie, c'est ta santé mentale qui en pâtit. Oui, je me disais que c'était déjà une belle recommandation pour les dirigeants qui nous écoutent ou nous regardent, en termes de santé mentale aussi du dirigeant. On va parler de la santé mentale au travail aujourd'hui, mais finalement, est-ce que le dirigeant n'est pas le premier concerné, et est-ce que son exemplarité aussi ne va pas porter quelque chose de positif aussi pour ses équipes? Qu'est-ce que tes collaborateurs ne savent pas encore sur toi? Alors, je suis quelqu'un plutôt transparent et plutôt expressif, pour pas dire extraverti. Et en plus, moi, j'ai une croyance très, très forte, c'est la congruence. La congruence en psychologie, ça veut dire tu dois être aligné entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Ce qui fait que les gens, ils connaissent mes enfants, ils connaissent mon épouse, ils savent que je fais du hockey sur glace, etc. Il y a pas mal de choses qu'ils savent. Il y a un truc que je dis pas trop, et j'ai réfléchi quand tu m'as posé la question, c'est que je suis passionné de jeux vidéo depuis tout petit. Et alors, j'y joue plus beaucoup. Personne n'est parfait. Là. Personne n'est parfait. Non, mais pour ça, je le cache, en fait. Et non, je suis passionné de jeux vidéo et de la culture et de l'art des jeux vidéo, parce que j'ai vécu l'ascension, et aujourd'hui, c'est un médium extrêmement reconnu. Et j'ai gardé cette passion des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui accompagnent la santé mentale, ou au contraire, ça peut être toxique. On parle souvent du risque. Non, ça peut être toxique. Les jeux vidéo peuvent générer une addiction. Donc la relation aux jeux vidéo, elle se travaille. Oui, d'accord. Et j'ai fait des jeux vidéo beaucoup trop. Addictifs. De manière très addicte. Et voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre que toute chose mérite d'être consommée avec parcimonie. Oui. L'équilibre toujours. Exactement. Ouais, super. Alors, ce sujet de la santé mentale, il a quand même été longtemps tabou au travail. Hein. J'ai l'impression que depuis la crise sanitaire de la Covid, on a un peu libéré la parole. Alors, la situation semble tellement grave qu'aujourd'hui, l'État a décidé de mettre cette grande cause nationale 2025. Tu es d'ailleurs co-initiateur d'une nouvelle charte, une charte de la santé mentale. On pourra en parler tout à l'heure. Quel constat on peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, au travail en France, on va vraiment mal? Et surtout, est-ce que c'est pire qu'avant? Puis finalement, c'est quoi quand on parle de la santé mentale au travail? Et est-ce que c'est pire? Est-ce que vraiment, il y a beaucoup de souffrance plus qu'avant? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui. Où on en est aujourd'hui? Alors, c'est pire qu'avant? Enfin, oui. La santé mentale s'est dégradée. On a différentes études qui montrent toutes que les problématiques de santé mentale sont plus présentes aujourd'hui qu'elles l'étaient hier. Tu as plusieurs périodes qui ont provoqué des vraies charnières. Tu as la Covid, qui est la période la plus récente, qui a vraiment, où tu constates sur des études comparables, une évolution du taux de personnes en état anxieux, en état dépressif, entre avant la Covid et pendant la Covid, et même après la Covid, parce qu'on n'a pas retrouvé le niveau qu'on avait avant la Covid. Tu as aussi eu la crise de 2008, la crise financière, qui a provoqué une crise économique. Et donc, la crise économique a provoqué une dégradation de la santé mentale. Et puis, de manière plus générale, en fait, tu as deux mouvements qui
explique une dégradation continue de la santé mentale qui n'est pas exclusif à la France, attention, hein, parce que je te parle Occident. Je parle Occident parce que les réalités sont différentes en j'imagine Asie. Que ça ne s'arrête pas aux frontières du pays. Non, ça ne s'arrête pas aux frontières. Il y a des spécificités liées au pays, mais au-dessus du pays, il y a la culture et il y a l'écosystème. Parce qu'on fait partie d'un écosystème qui s'appelle l'Occident. Et donc, l'Occident vit globalement à peu près la même chose. Non, et ce que les deux grandes dynamiques, des grands mouvements qui nous dépassent, sont d'une certaine manière la démondialisation ou la maturité, voire le petit déclin de ce que l'on a connu. On a connu entre 1946, début de l'après-guerre, et 80-90, une période d'ascension incroyable et qui finalement a atteint sa maturité autour des années 80-90, avec aujourd'hui un contexte économique et géopolitique qui est complètement différent de ce qu'il y avait en après-guerre. Beaucoup d'incertitudes aussi. Beaucoup d'incertitudes. L'appauvrissement, parce que là, les chiffres sont clairs. En France, on est dans une dynamique d'appauvrissement depuis 15-20 ans. La part des Français en situation sous le seuil de pauvreté augmente. Les classes moyennes disparaissent vers le bas. Et donc, il y a un appauvrissement de la population. Et la deuxième dynamique qui joue énormément, c'est le digital. C'est le numérique, qui a provoqué, et moi ça a été, je crois, un de mes grands déclencheurs de Calice Social. J'étais avec pour la petite anecdote, j'étais avec ma grand-mère. Mon oncle venait de lui offrir un ordinateur et je me suis dit, génial, moi passionné de jeux vidéo, génial, je vais lui expliquer, elle va découvrir un monde incroyable. Elle n'a rien compris. Elle me dit, mais c'est quoi un moniteur, etc. Le choc à l'époque était bien sûr compliqué. Et là, je me suis dit, oulala, le décalage est trop important. Et c'était OK. Moi, j'avais 10-12 ans, elle en avait 70, 75. Et je me suis dit, en fait, elle n'a pas besoin de ça, elle est heureuse. Donc, on s'en fiche. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu que le décalage, il était même présent dans le monde du travail. Et le digital a provoqué, si tu veux, une forme d'obsolescence professionnelle. Parce que quand le monde évolue autour de toi et toi, tu n'évolues pas avec ce monde-là, ou tu as le sentiment de ne pas évoluer, tu as le sentiment de reculer chaque année. Et ça, c'est pas naturel chez un humain. Il y a eu d'autres technologies qui ont provoqué ça, mais qui se sont faits sur des siècles. Le digital, ça s'est fait en quelques années. C'est la vitesse aujourd'hui, l'accélération aussi de transfo et d'arrivée des nouvelles technos qui doit aussi impacter la manière dont on travaille aussi, peut-être l'organisation du travail, la charge de travail. Tout change. Le premier smartphone est sorti en 2008. C'était il y a 17 ans. Aujourd'hui, on n'envisage pas un individu sans son téléphone portable. Et on n'envisage pas de ne pas travailler sans Internet, sans téléphone portable, sans outils numériques. C'est impossible. Donc, le monde a complètement changé. Et tous ces bouleversements, en fait, ça questionne le sens. Ça questionne le pourquoi on fait les choses. Ça questionne sa valeur. Et ça vient questionner justement l'individu dans son rapport à la vie, son rapport au travail. Et la santé mentale, c'est ça, en fait. C'est cet équilibre qu'on évoquait tout à l'heure. Et est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a aussi une partie de libération de la parole, de choses qui peut-être existaient déjà dans le passé? Quand je pense souffrance au travail, moi j'ai vécu des choses parfois très difficiles, très dures, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, il y a presque 35 ans maintenant, avec tout simplement avec des patrons qui étaient durs, avec un mode de management qui était plutôt toxique. Et finalement, à l'époque, on ne disait rien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on pleurait dans les toilettes. Et on serrait les dents et on se disait, il faut le CDI, c'est comme ça, faire carrière, c'est souffrir. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu longtemps cette valeur travail, tu vois, un petit peu dans la douleur. Et que finalement, c'était normal de souffrir pour réussir, pour faire sa carrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, tu vois, un petit peu une évolution aussi des états d'esprit dans ce rapport au travail qui fait que cette souffrance, peut-être qu'il y en avait une partie qui existait déjà, en tout cas ces difficultés de santé mentale, mais que c'était peut-être planqué, quoi. On n'allait pas chez le psy quand on avait un problème avec son patron il y a 25 ans. Non, et on disait passe à autre chose. C'est ça. Les émotions, c'est de la perte de temps. Voilà, exactement, oui. Je peux parler que de mes croyances parce que tout ça à étudier, mais c'est complexe et personne n'aura jamais la vérité sur cette situation. Moi, ma croyance, c'est que si tu veux, le modèle de développement du travail en France, c'est basé sur la manière dont on a géré la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il
il a fallu créer une économie de guerre, hein, c'est connu, mais c'est ultra productivité. C'est ça. Aucune place donc à la plainte, à la discussion, à l'évolution. C'est extrêmement violent, c'est brut, l'économie de guerre. Et derrière la guerre, tu as la reconstruction. Et la reconstruction, c'est il faut aller vite, il faut recréer des écoles, des hôpitaux. Et c'est pareil, tu n'as pas le temps de te plaindre. Et ça crée des relations humaines extrêmement tendues, extrêmement violentes, avec en contrepartie du résultat. Parce qu'en contrepartie, tu vois ce que tu as accompli. Culte de la performance, de la vitesse. Voilà. De et la donc, réussite. il y a cet équilibre qui fait que c'est dur, mais ça progresse. Et ma croyance, c'est que après les 30 Glorieuses, le résultat n'était pas au rendez-vous. On n'en avait plus besoin, mais que la culture du travail était restée la même. Et là, il y a un déséquilibre qui se fait. Et là, il y a effectivement eu besoin, heureusement, de recréer une culture du travail basée sur le respect de l'autre, basée sur l'écoute, basée sur l'adaptation à l'autre. Le travail doit être adapté à l'homme et pas l'inverse. L'économie de guerre, c'est l'inverse. C'est l'homme qui s'adapte au travail. Et est-ce que tu as le sentiment que les entreprises aujourd'hui, les dirigeants, les DRH, les managers, ils ont pris conscience de la mesure de ce problème? Ou est-ce qu'on fait juste semblant, quoi? Est-ce que la prévention des RPS, c'est une case à cocher? Enfin, il y a des fois, j'ai l'impression, plus on parle de QVCT, plus il y a de souffrance qui s'exprime. Donc, est-ce que tu penses qu'on a vraiment pris la dimension, tu vois, de l'ampleur de l'enjeu? Alors, pris la dimension, je ne sais pas. Oui, on a pris conscience du problème. Oui. Prendre conscience du problème, ça ne veut pas dire être en capacité de s'en sortir. De le résoudre, moi, je prends conscience que depuis la rentrée, je ne fais pas assez d'activité physique. Eh bien, je n'en fais pas plus pour autant. J'ai conscience du problème, mais ça ne veut pas dire que j'ai activé la solution. À l'action. Exactement. Et puis, là, autant c'est un sujet que je connais un peu, autant la santé mentale, c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Donc, prendre conscience du problème, c'est une chose. Comprendre comment on va passer à l'action, c'est une autre chose. Et passer à l'action, c'est encore une troisième chose. Donc là, comprendre qu'il y a un problème, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Alors, tu as certains qui disent que c'est les jeunes qui font n'importe quoi, qui machin, mais ils ont conscience du problème. Leur rationnel, c'est de dire que c'est la jeunesse qui n'y comprend rien. Bon, il se trouve que si tu remontes sur les 2000 dernières années, tu avais toujours des gens qui disaient que c'était les jeunes le problème et que la nouvelle génération n'y comprenait rien, etc. Tu prêches une convaincue. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on se dise que si c'était seulement lié à cette nouvelle génération qui avait un problème, bon, ça serait pas, on le dirait pas que maintenant. Enfin, on le dirait pas depuis 2000 ans, on le dirait que maintenant. Donc, mais les gens quand même moi, je vois dans les entreprises dans lesquelles j'interviens des chefs d'entreprise qui sont pas d'accord avec la santé mentale. Mais ils comprennent que c'est un sujet et que c'est du pénal, que ça peut avoir des conséquences lourdes sur eux, et ils adaptent leur comportement. Et moi, j'ai envie de te dire, écoute, si déjà on obtient ça, c'est pas mal. Je ne vais pas être trop ambitieux. Mais après, tu as aussi quand même une reconnaissance de ce qu'est la santé mentale et de l'importance profonde de la santé mentale. Et ça, c'est la Covid qui l'a provoqué, parce que la Covid, si tu veux, on est monté jusqu'à 30% de la population en état anxieux à un instant T. Une personne sur toi qui le traversait. Et à 25% de personnes en état dépressif. C'est pas confondre avec la maladie dépressive. Mais on peut avoir des dépressivités, se questionner sur le sens de la vie, l'intérêt, pourquoi je fais ça, est-ce que j'ai de la valeur, etc. C'est une dépressivité, on en traverse tous, c'est tout à fait sain de traverser ça parce que ça nous rééquilibre. En nous demandant à quoi on sert, on retrouve... On revient à l'essentiel. Exactement. Et cette prise de conscience profonde, elle est très présente. Et donc maintenant, c'est assez rare, en fait, celui qui estime que c'est les jeunes générations qui font n'importe quoi. Oui, alors justement, tu sais, moi, je travaille beaucoup sur cet enjeu des générations au travail. J'ai observé effectivement que finalement, les deux curseurs des deux côtés de la trajectoire professionnelle, les jeunes et les seniors, comme on nous appelle, à partir de 45 ou 50 ans, souvent, en fait, sont assez à l'avant-garde, en fait, des différents sujets d'évolution du travail. Et là, sur ce sujet de la santé mentale, moi, j'observe souvent dans les entreprises que j'accompagne sur ces sujets d'intergénération qu'effectivement, les jeunes semblent être davantage touchés, ou en tout cas l'expriment beaucoup plus facilement, ce qui peut-être explique que certains chefs d'entreprise emplis de préjugés, de stéréotypes se disent c'est cette jeunesse qui ne supporte plus rien, qui ne sait plus travailler. Et puis on a des seniors qui aussi parfois me semblent être
pas tout à fait bien, donc ne l'exprime pas du tout, parce que nous sommes une génération, et voilà, je dis nous parce que je porte cette cause des seniors, mais on est une génération qui souvent n'a pas appris à prendre la parole. Mais moi, je croise beaucoup dans les ateliers, les accompagnements que je fais en entreprise pour ces salariés de plus de 50 ans, des salariés qui sont vraiment en difficulté, en manque de sécurité psychologique, qui ont peur, qui sont dans une anxiété permanente de devoir quitter l'entreprise, etc., de ne pas être pris en considération. Est-ce que chez Cali Social, vous observez un petit peu aussi ou pas tu vois, ces deux générations un peu de chaque côté du curseur et leurs difficultés? Complètement. Et ce qui est intéressant, parce que dans la vie, on voit les masques des uns et des autres. Et effectivement, les seniors ont eu plutôt une culture de la discrétion. Et pas une culture de l'expression. Complètement. On n'est pas né avec les réseaux sociaux, comme je dis souvent, Exactement. Donc on n'a pas toujours appris à se vendre et même à s'exprimer finalement. À s'exprimer. Sur ces difficultés. Sur les réseaux sociaux, tu dis ce qui te passe par la tête. Exactement. Et avoir le droit de s'exprimer ne veut pas dire que tu racontes n'importe quoi. Ça nécessite aussi une maturité dans l'expression. Et en fait, quand tu es jeune, cette maturité, tu l'as moins. Tu parles, tu penses que ça se passe comme ça. Et puis tu apprends avec l'âge que toute chose ne mérite pas d'être dite. Et donc, tu travailles, tu développes ta maturité. Donc, tu as une génération d'un côté qui a appris à s'exprimer, une génération qui a appris à rester discret. Et donc, forcément, ça vient altérer les relations entre les deux générations. Nous, ce qui est intéressant chez Cali Social, donc on faisait les chiffres, on pilote les chiffres parce qu'on fait de l'humain, mais on est une entreprise, on a besoin d'avoir les bonnes compétences. Oui, et puis, comme je dis toujours, ce qui ne se mesure pas, finalement, n'existe pas vraiment. Et on a besoin d'indicateurs d'impact quand on travaille sur l'humain aussi. Ça me semble aussi important. Et là, chez Cali Social, on doit accompagner 3000 personnes différentes chaque mois. D'accord. Donc, c'est assez conséquent et on a tout âge. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais te dire, c'est que globalement, nous, les relations qu'on a avec les gens, en fait, il n'y a plus de masque. On est dans une relation d'être humain avec un être humain. Et là, il n'y a pas de problématique de génération. On est vraiment dans le fond. Et en fait, la santé mentale, elle est pareille chez un jeune que chez un senior, un junior ou un senior, si on veut garder le... Et ce n'est pas une question d'âge, la santé mentale. On a tous une santé mentale, et ça, c'est un message qu'il faut vraiment partager massivement. Oui. La santé mentale, c'est la santé. On a tous une santé. Avoir une santé, ça ne veut pas dire être malade ou porter un handicap. Avoir une santé, c'est simplement notre corps. On traverse notre vie avec un véhicule qui s'appelle notre corps, notre cerveau, et il a une plutôt ou moins bonne santé et santé mentale. Et c'est ça la santé mentale. Et on a tous une santé mentale. On a tous du stress, on a tous des tendances anxieuses, on a tous des tendances dépressives. Et c'est OK. Et ce qu'il faut, c'est plutôt comment on vit avec, parce qu'elle nous aide à progresser dans la vie. Et ça, en fait, que tu sois junior, que tu sois senior, c'est pareil. Les juniors le racontent peut-être beaucoup plus que les autres et peut-être parfois un petit peu trop. Les seniors le racontent moins que les autres et parfois pas assez. Mais il faut reconnecter avec cette expression et ce dialogue sur notre santé, parce que c'est la clé, c'est une des clés pour être en bonne santé, c'est de parler de notre santé. Et est-ce que tu penses que les managers sont prêts, sont formés en fait à accompagner ce sujet au sein de leur collectif, au sein de leurs équipes? Non. Et je leur jette pas la pierre. Oui. Parce que cette formation, aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur catalogue, en fait. Déjà, c'est la formation de la vie. C'est la formation de l'éducation, l'éducation scolaire, mais d'abord l'éducation culturelle, l'éducation parentale, qui fait que, en fait, tu réussis à avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle et à maîtriser ce que ressent l'autre, à maîtriser l'incidence de tes propos et de tes comportements sur l'autre. Et ça, en fait, c'est hyper lourd. Et quand je te disais tout à l'heure, je pense que les pratiques managériales brutales, violentes, sont issues de la culture de l'économie de guerre. Et ça montre que, en fait, même en 50 ans, ou attends, 50 ans, n'importe quoi, c'est pas 50 ans, c'est beaucoup plus que ça, 70. En 70 ans, on a encore aujourd'hui des comportements qui sont issus
d'une période. Qui sont hérités de cette période et que les jeunes managers finalement reproduisent aussi par mimétisme de ce qu'ils ont vécu, etc. Moi, j'ai été par éduqué culture interne des entreprises. À gratter la peau des pommes de terre chez mes grands-parents. Et une pomme de terre, tu laisses pas ta pomme de terre sur la peau de pomme de terre et ça fait partie de ma culture. Et je suis convaincu que dans l'éducation que je donne à mes enfants, il y a cette trace de finir son assiette, de manger tout. L'exigence. Cette exigence-là. Et c'est vrai que je dis souvent d'ailleurs que la meilleure formation des managers, c'est un travail d'abord sur soi, un travail de développement personnel, et que c'est pour ça que finalement être manager, c'est si difficile, c'est un métier exigeant, complexe, et que malheureusement, on a trop tendance encore aujourd'hui à considérer le management comme étant une promotion ou un statut dans l'entreprise. Exactement, et aussi, on le voit déjà, mais c'est souvent, on prend le meilleur exécutant pour devenir le manager, mais il ne faut pas confondre manager et référent technique ou expert. Exactement. Parce que et il faut donner et c'est OK qu'une équipe soit gérée par un expert. Oui. Mais quand tu dis que l'expert, c'est un manager, enfin que tu mélanges tout ça entre l'expertise et le management, tu crées ce flou. Et je pense que c'est OK d'avoir moi, mon superviseur, mon manager, c'est un expert, ou alors mon manager, c'est un meneur d'hommes, c'est un manager. Il faudrait un autre terme d'ailleurs pour manager, mais le manager, son rôle, c'est d'aider un collectif à être meilleur. Tu regardes dans le sport, le manager, il n'est pas sur le terrain, il est à côté du terrain. Bien sûr. Son rôle, c'est pas de marquer des buts et de défendre. Son rôle, c'est de faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même et que le collectif vit en harmonie. Ça, c'est le rôle d'un manager. Le rôle d'un expert, c'est de montrer l'exemple. Et donc, c'est intéressant, je pense, de dissocier les deux. Et c'est déjà une première base. Mais tu vois, quand tu prends l'avion et qu'on te dit en cas de dépressurisation, des masques à oxygène vont tomber. Oui, je donne toujours cet exemple-là. Mets ton masque à toi avant de le mettre à ton enfant. C'est ça, parce que, tout adulte veut s'occuper de son enfant avant de s'occuper de lui. Ça ne marche pas. Si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne pourras pas t'occuper de l'autre. Voilà. Et autant l'expert doit donner l'exemple sur l'expertise, autant le manager doit donner l'exemple sur l'humain et la gestion de soi. Et alors on est parfaitement alignés. C'est ce que je porte tous les jours auprès des managers avec lesquels je bosse. Moi, je dis qu'il ne peut pas y avoir de performance durable sans prendre soin justement de la santé mentale de son collectif de travail. J'imagine que tu es OK avec ça. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as co-initié, travaillé sur cette première charte de la santé mentale au travail ? Alors évidemment, moi, quand j'entends charte, je suis toujours un petit peu méfiante. Je ne peux pas te le cacher, puisque sur la charte des seniors, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, parfois, dans le cadre de mon engagement personnel sur cette inclusion des seniors. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette charte ? Et puis, est-ce qu'à ton avis, ça va permettre justement de changer les choses, de mieux justement travailler sur cette performance durable dans l'entreprise ? Ou est-ce qu'il y a un petit risque que ce soit un social washing de plus, tu vois, malheureusement, et que ça reste lettre morte. Ouais, je vais te faire une confidence. Moi, je voulais pas l'appeler charte à la base, parce que j'ai les mêmes a priori sur les chartes. D'accord. Je voulais l'appeler pacte d'engagement, ou je voulais un truc un peu plus fort. Ouais. Et puis, ça dépend pas que de moi. Et donc, c'est la charte pour la santé mentale au travail. Ouais. Ma croyance, c'est que tout commence maintenant. En fait, la charte, c'est un bout de papier. Ouais. Et le bout de papier, en fait, l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que tout le monde y croit et qu'on le fasse vivre. Et c'est pas facile, parce que ça va pas se faire tout seul. Donc là, moi, là où j'ai envie d'engager mon énergie, parce que moi, j'ai pas qu'une énergie pour développer mon entreprise, j'ai pas créé une entreprise pour m'enrichir, j'ai créé une entreprise parce que j'avais un problème qui m'affectait et que je voyais et que j'avais envie de résoudre. Et puis, je fais ça tous les jours. Et puis, au bout de 7-8 ans, je me suis dit, mais en fait, Camille, c'est ton métier. En fait. Arrête de penser que tu fais juste ça parce que c'est une passion. J'avais déjà créé Cali Social, mais je me disais, je fais ça pour l'instant, on verra plus tard. Puis, à un moment, je me suis dit, non, c'est ton métier de faire ça. Tu as développé l'expertise sur le sujet, elle a de la valeur. Mais je suis porté par cette énergie de me dire, on a un problème dans notre société où il y a des décalages qui se créent, des gens qui vont mal, des relations qui ne sont pas saines, des gens qui ne se respectent pas les uns les autres.
Et donc, la charte pour la santé mentale, pour moi, c'est plutôt une action personnelle et citoyenne qu'une action... d'ailleurs, je ne le fais pas avec Elie Social, je le fais à titre personnel. C'est l'Alliance pour la santé mentale qui a lancé la charte pour la santé mentale au travail. Et voilà. Et là, on travaille avec Angèle Malade-Lansac et toute l'équipe sur comment on va animer cette charte. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va demander comme garantie aux signataires pour justement que ce ne soit pas qu'un bout de papier avec une photo que tu vas poster sur LinkedIn ou etc. C'est ça, la photo sur le parvis du ministère, comme j'ai pu voir parfois. Je ne donnerai pas de nom, bien sûr. Non, mais il le faut. Mais, parfois, ça arrive. Mais typiquement, on est en train de penser à dire, OK, tous les ans, tu dois communiquer ce que tu as mis en œuvre, les résultats. Et de la communication. Et si tu ne communiques pas, tu perds ta signature. Oui. Et c'est public. Voilà, on est en train de réfléchir à tous ces axes-là, justement, pour faire en sorte et d'animer la communauté, pour faire en sorte que on n'est pas sur une démarche de je signe et puis maintenant j'ai signé, c'est bon. C'est je m'engage dans une démarche d'amélioration continue de la santé mentale au travail dans mon organisation. Que ce soit vraiment le lancement d'un élan, d'une énergie aussi qui permette d'arriver à l'action très vite dans l'entreprise, en fait. Ouais. Puisqu'on est quand même sur des sujets, je pense qu'on est d'accord, culturels. Il faut que ça infuse aussi la culture de la boîte. Donc, c'est pas juste... c'est pas en un an que tu vas révolutionner une culture sociale, que tu vas révolutionner une culture d'entreprise. Non, ça prend du temps, mais si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Ouais. Et donc, chaque année, il faut des petits pas et améliorer, progresser, faire mieux que la veille. Et c'est la somme des petits pas qui fait qu'à un moment, tu gravis l'Everest, tu fais un marathon, j'en sais rien. Et alors moi, je dis souvent, j'ai une expression qui est très moche, mais que j'utilise depuis des années parce que je trouve qu'elle dit ce qu'elle veut dire. Je dis souvent que le poisson pourrit par la tête. Ouais. En gros, effectivement, les grandes transformations de l'entreprise, elles ne peuvent être impulsées que par ses dirigeants. Et que si on n'a pas des dirigeants qui incarnent ce qu'ils prônent ou qui incarnent en fait des démarches, que ce soit sur les sujets de la santé mentale, sur les sujets de l'intergénérationnel ou sur tout autre sujet de l'entreprise, c'est très difficile. À ton avis, pour toi, sur ce combat, en tout cas cet enjeu de la santé mentale, qui doit le porter, tu vois ? Enfin, comment est-ce que effectivement, il faut vraiment qu'on aille chercher les dirigeants sur le sujet pour les faire bouger ? Pour ceux, tu disais tout à l'heure, certains dirigeants, sont contre ça, quoi, quelque part. On peut entendre, ça nous concerne pas. Nous, on est dans l'entreprise, on n'est pas dans la tête des gens. En fait, ma croyance, on aimerait tous qu'il y ait quelqu'un qui nous donne l'exemple, qui soit formidable, qui nous lead et puis qui porte le sujet. Ouais. Le problème, en fait, c'est que on aimerait tous qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place et nous, on le fait pas. Et donc, responsabilité collective, individuelle. C'est bien de dire oui, il faut que le poisson pourrit par la tête et effectivement, le dirigeant peut impulser négativement ou positivement, oui. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on trouve qui sont les dirigeants de demain, qui sont les gens qui vont porter cette responsabilité, parce que c'est pas facile en fait. Ouais. Alors, et moi j'ai beaucoup d'exemples d'entreprises où ça s'est amélioré, mais pas par la tête en fait. Ça s'est amélioré de manière systémique, en s'améliorant partout. Peut-être que le dirigeant, ça va être le dernier. Le dernier à y aller. Peut-être qu'il va se dire, j'ai vu un dirigeant en formation dire pouffer, etc. Et reconnaître, dire, mais c'est pas contre vous, c'est juste que je ne comprends pas le monde dans lequel nous sommes. Ah oui. Et je vais vous faire une confidence. Il m'a dit, je sais plus quel âge il avait, j'ai 60 ans, même je crois qu'il avait un peu moins de 60, il a dit, en fait, j'ai envie d'être à la retraite. Et donc, il a abandonné. C'était chez lui le sujet. C'était chez lui, et il s'est dit, c'est plus pour moi, en fait. Et ça m'intéresse plus, je vois que je comprends pas, je suis en décalage. Et en fait, c'est pas lui qui a changé et donc toute son organisation a changé, son organisation a changé. Et lui, il a été confronté à ce constat que c'était pas pour lui. Mais alors, elle a changé plus vite que lui finalement. Lui, il est resté dans cette logique dont tu parlais tout à l'heure de la Deuxième Guerre mondiale et de la performance et de qui il était, la manière dont il travaillait, effectivement, la violence, l'exigence, etc. Et ce monsieur a eu l'humilité, si tu veux, c'est pas facile, de se dire je suis plus dans le coup, c'est pas pour moi, parce que voilà, enfin notre identité est constituée par rapport à notre valeur dans la société et on a du mal à la définir. J'en vois d'autres qui sont mis à la porte. On a beaucoup de dirigeants par les marchés économiques. Aujourd'hui, tu as un chef d'entreprise. Il y a eu la situation avec le monsieur qui était pris en adultère à un concert de Coldplay. On en a eu 2 en suivant, là, parce qu'on en a eu un deuxième là, chez Nestlé, il y a quelques jours. Exactement.
les dirigeants sont mis à la porte. Ouais. Tu as tout un écosystème, hein, le dirigeant n'est pas tout seul. C'est vrai que quand tu es dirigeant salarié, c'est clair que tu es sur un siège éjectable, ça c'est certain. Moi, je l'ai vécu, hein, même si tu as un mandat social ou un CDI, c'est pareil. C'est pareil. Et puis même quand tu es parfois dirigeant dès que patrimonial, dès que tu as des parties prenantes, tu peux être débarqué par ton conseil d'administration. Exactement, ça, c'est tu certain. fais pas ce que tu veux. Celui qui fait ce qu'il veut, qui a tout pouvoir, il est rare. Et il avancera peut-être moins vite d'ailleurs. Et exactement. Et donc voilà. Donc je pense que le poisson pourri par la tête, mais n'attendons pas qu'il y ait des super dirigeants qui viennent. C'est un mouvement de société et tout doit bouger. Et c'est quand tout bouge en même temps, finalement, que les dirigeants, c'est une partie prenante d'un écosystème. Et c'est pas que eux qui vont diriger le futur et définir la manière dont on va évoluer. En fait, je pensais aussi, tu vois, aussi à la santé mentale du dirigeant lui-même, finalement, parce que c'était un petit peu aussi dans cette idée-là, tu vois, de me dire, si le dirigeant lui-même n'est pas en capacité, ne se met pas en capacité de prendre soin de soi. Moi, je travaille beaucoup, tu sais, sur les sujets du care, de la symétrie des attentions, etc. Et je me dis toujours que si on n'est pas capable, en tant que dirigeant, en tant que manager, même en tant que DRH aussi, de prendre soin de soi, est-ce que tu peux vraiment comprendre cet enjeu du prendre soin de l'autre? Toi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, tu vois, comment est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que pour toi, c'est une priorité ou pas? C'est difficile comme question, et j'en suis la première aussi concernée, parce que souvent, j'ai un époux qui me dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité quand tu dis des trucs pareils. Mais voilà, est-ce que toi, tu vois, est-ce que tu as en tête quand même cette idée que si toi, tu es bien, forcément, ton équipe, quelque part, elle va sentir ça, et donc tu vas générer davantage aussi de sécurité psychologique et donc de bien-être. Mais tellement, en fait. Et c'est même frustrant parce que je vois aussi, quand je ne suis pas en forme, que j'inspire pas et que de fait, je déçois. Et cette hygiène de vie que je m'impose, en fait, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est parce que, en fait, c'est ça qui me permet, je crois, d'être un bon leader. Je dis pas que je suis un bon leader, je dis que certains jours, je fais du bon leadership, d'autres jours, je fais du mauvais leadership, mais j'essaye de faire en sorte d'avoir plus de jours où je fais du bon leadership que de jours où je fais du mauvais leadership. Et moi, ce qui a fonctionné chez moi, c'est très simple, c'est la naissance de mon premier enfant. Oui. Et là, je me suis dit, dis donc, il faut que je sois à la hauteur. Si je veux lui offrir l'éducation et être là pour lui, il faut que je sois en forme, il faut que je sois exemplaire, etc. Et je l'ai fait d'abord pour mon premier enfant, et puis pour mon deuxième, puis pour mon troisième. Et puis, en fait, j'ai vu tous les bienfaits que ça générait. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à avoir les enfants, j'ai moins travaillé et j'ai mieux travaillé. Et en travaillant moins et en travaillant mieux, j'ai généré plus de résultats qu'avant, où je travaillais plus, mais je travaillais moins bien. Bravo en tout cas, parce que je dois avouer qu'à titre personnel, j'ai eu cette prise de conscience beaucoup plus tardivement que toi. Ouais. J'ai vraiment gardé, tu sais, cette idée qu'il fallait souffrir pour réussir, et donc j'ai eu un parcours professionnel passionnant, tu vois, mais vraiment, vraiment souvent dur. Ouais. Et même avec l'éducation de mes enfants, etc., c'était pas facile, l'équilibre de vie. Et finalement, c'est à la seniorité, tu vois, récemment, en fait, quand j'ai quitté le salariat, que je me suis rendu compte que je pouvais faire formidablement bien, voire certainement beaucoup mieux, en prenant soin de moi, en changeant de rythme de vie, en équilibrant un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je me soigne encore. Ouais. Je ne suis pas guérie totalement. Mais c'est vrai que ce parcours, en fait, tu vois, et je me dis aussi qu'il y a peut-être pour le coup un petit sujet de génération, parce que, encore une fois, voilà, tu es d'une génération où le soin de soi commence à devenir moi, je suis à quelque une chose, génération intermédiaire. Voilà, exactement. C'est comme ça que je me définis, parce que le jour où je ne suis pas performant, productif, etc., je culpabilise. Ça va pas non plus. Donc moi, j'ai une grosse éducation. Mais j'ai entendu tout à l'heure, tu disais, c'est pas pour le plaisir que je fais attention à mon équilibre, etc. Mais tu vois, alors déjà. Donc déjà, on sent quand même que pour toi, il y a un côté contrainte. Alors que moi, je vois bien aujourd'hui, de temps en temps, j'ai la contrainte. Ah non, là, je peux pas aller au Qigong ou à la Zumba parce que j'ai encore ça à finir pour mes clients. Et en même temps, c'est non, parce que ça va me donner du plaisir et donc je vais me sentir mieux. Et j'ai passé ce cap-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile de passer ce cap de la culpabilisation. Mais je pense que c'est bien de raconter que c'est difficile. Parce que il y a beaucoup de gens qui nous expliquent que sa la routine morning du matin, routine, machin. Moi, j'y crois pas. Je pense que la vie, c'est dur, la vie, c'est injuste. Et que si
tu te remets pas en question. Voilà. Et il n'y a pas de monde parfait. Le monde parfait, c'est l'horizon. Ni de solution idéale. Il faut juste tendre vers ce monde idéal. Ce qui nous convient. Et on fluctue avec du stress, avec des angoisses, avec de la dépressivité. À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Mais est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Est-ce que je compte réellement, etc. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il y ait une ambivalence en soi. Bien sûr. Voilà. J'avais une question que je voulais aborder quand même, qui est difficile à pas aborder aujourd'hui, c'est l'IA. Aujourd'hui, évidemment, l'IA entre très très vite dans nos entreprises, dans notre travail. C'est une énorme transformation. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est positif, enfin qui peut être positif pour la santé mentale ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est un nouveau risque à gérer, à traiter, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un outil de prévention ou d'amélioration intéressant? En fait, l'IA, c'est nouveau. En psychologie, ce qui est nouveau provoque des troubles psychiques. Donc, typiquement, je face à quelque chose de nouveau. Est-ce que ça présente un enjeu important? Oui. Est-ce que j'ai les moyens pour adresser cet enjeu? Plutôt non. Et ça déclenche un mécanisme physiologique qui s'appelle le stress. Je vais avoir des glucocorticoïdes et des catécholamines qui vont alimenter mon cœur pour augmenter mon rythme cardiaque, mes muscles pour mieux réagir. Et quand ça ne suffit pas, ça provoque des angoisses. Ça veut dire que je ne suis pas en capacité d'adresser le futur négatif qui arrive. D'accord. Et là, c'est mon cerveau qui se met en super machine. Oui, puis j'imagine que si toute cette chimie perdure dans le temps, ça ne doit pas être très bon pour l'organisme. Tu fais n'importe quel parallèle avec une machine. Enfin, le corps, c'est un peu une machine. Oui, bien sûr. Tu la suralimentes. Déjà, les aliments, ils viennent pas de nulle part. Ils sont, voilà, c'est ton énergie profonde qui se réduit. Donc, ton énergie profonde qui te permet d'être en forme, qui te permet d'avoir des anticorps, etc. Donc, tu affaiblis globalement ton corps. Et une suralimentation des muscles, eh bien, les articulations, les artères, etc., c'est pas bon. Donc, le fait d'être exposé de manière continue à ces effets-là est mauvais pour la santé. Donc, si tu veux, l'IA, c'est une nouveauté qui présente un danger, et notre perception, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens pour y faire face. Donc, ça déclenche de l'anxiété, et l'anxiété, la fatigue, et les troubles dépressifs, etc. Donc, l'IA dégrade la santé mentale parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais au même titre que le climat, ou le risque climatique, je vais plutôt l'appeler comme ça, au même titre que l'a fait Internet, etc. Toute chose nouvelle qui nous fait peur provoque une dégradation de la santé mentale. Ça, et je veux dire, c'est pas qu'on n'y peut rien, c'est que ça prend du temps en fait d'appréhender ce changement nouveau. Et et ce mécanisme d'adaptation, c'est les troubles psychiques. Après, quand on passe cet effet-là, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est un outil qui va nous permettre de mieux travailler. En tout cas, c'est ma croyance, et moi, en tout cas, je me lève tous les matins avec ça. C'est, en fait, hier, on faisait plein de tâches, finalement, où on ne faisait pas appel à notre créativité, on ne faisait pas appel à nos émotions, on ne faisait pas appel à nos relations humaines, où finalement, on respectait un algorithme. Ah, il faut faire ça, tu fais. Bon, je fais. Et puis, si j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas bien, j'ai pas bien fait l'exercice, je n'ai pas bien répété l'algorithme que l'on m'a donné. Et ça, en fait, alors, c'est un peu particulier parce qu'on s'est complètement développé comme ça. Mais c'est d'ailleurs un cadre, son job en fait, c'est de répéter un algorithme plus ou moins complexe, mais c'est de répéter un algorithme. L'IA fait ça. Et donc là, on a le métier de cadre en fait qui est en train d'être complètement transformé. Alors on peut le voir en la fin de notre rôle, de notre utilité, mais il faut le voir aussi, et ça c'est ma conviction très très forte, l'économie, c'est le fait que les humains soient utiles les uns pour les autres, de différentes manières. La technologie fait évoluer le fait qu'on soit utile l'un pour l'autre. L'IA, en fait, va remettre au cœur des relations humaines et de l'économie l'apport mutuel. De quoi ai-je besoin, moi, profondément? J'ai besoin de manger, j'ai besoin de plein de choses, etc. Mais j'ai besoin d'interaction sociale, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de la vision de l'autre. Et ça, l'IA ne va pas le remplacer. Et donc, c'est un chamboulement des métiers, mais qui va remettre au cœur de notre travail, finalement, des essentiels de l'humanité, les émotions, la créativité, ce qui fait la singularité de l'humain, l'amour. Le soin de l'humain, super. Ouais.
Le temps passe. Alors moi, j'avais envie de te demander encore un petit peu d'impertinence pour terminer notre échange, si tu l'acceptes. Donc j'avais 2 questions pour toi, pour terminer. Finalement, le bonheur au travail, la santé mentale de qualité, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment possible ? Alors, c'est vraiment possible, sinon je ne ferais pas ce métier-là. C'est juste que le chemin est long et c'est OK que ce soit long. Non, la santé mentale au travail, c'est possible. On progresse. La charte, ça n'est qu'une étape. Moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier-là, 17 ans que tous les ans, je constate des évolutions. Et je trouve que la situation, elle est bien mieux aujourd'hui qu'elle l'était hier. D'accord. Et je crois que pour les 17 prochaines années, je vais vivre la même chose. Il ne faut pas espérer qu'il y ait une bonne santé mentale en 2026, mais il faut plutôt se dire, voilà, 2035, 2040, on aura, je pense, trouvé l'équilibre qui fait que ce qui n'était pas un problème hier, je parle de hier, il y a très longtemps, et qui est devenu un problème conjoncturel à grande échelle, ne sera plus un problème demain. Dernière question, est-ce que tu aurais une vérité impertinente à partager avec les dirigeants, les DRH, les managers aussi qui nous écoutent ou qui nous regardent ? Alors, pour moi, la vérité impertinente, et je regarde la caméra, tu vois, pour le dire, c'est en fait, ayez confiance en vous et osez dire ce que vous ressentez. Tout le monde vous dira l'inverse, c'est faux, c'est sûr que ça dérange, mais il y a que ça qui marche en fait sur le long terme. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance dans l'expression de ce que vous ressentez. Voilà, ma vérité impertinente. Magnifique. Confiance, authenticité, congruence, alignement. Ouais, exactement. Les mots-clés pour terminer notre échange. Exactement. Mes mots-clés, c'est ça. Congruence, alignement. Et si tu ressens que c'est pas OK, c'est que c'est pas OK. Ah ça, moi je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. C'est ça. Merci Camille pour cette conversation en vérité. On comprend mieux. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup sur cet enjeu majeur. Vous l'avez vu, on a encore un peu de boulot pour libérer la parole sur ce qui est, j'en suis convaincue moi aussi, un enjeu stratégique pour nos entreprises et puis plus globalement pour le futur du travail et pour l'épanouissement de chacun. Bon, tu y travailles chaque jour avec ton équipe. J'essaye aussi moi d'y travailler en accompagnant toutes ces générations à mieux être et faire ensemble. Eh bien, écoutez, merci d'écouter, de regarder l'impertinente, le podcast qui change le monde du travail, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, eh bien, parlez-en, partagez, dites-le moi, et puis aussi abonnez-vous pour être informé du prochain épisode. À très bientôt. Merci. Bravo, super merci beaucoup.